France Maghreb 2. Le Grand Forum, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est lundi aujourd'hui, c'est parti pour cette semaine qui démarre tranquillement avec vous. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont 3. Ils sont 2 à être arrivés, ce qui est déjà bien. Un bon début. Youssef Brakni, comment ça va Youssef? Ça va, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et le retour de monsieur Hamou Bouakaz. Comment ça va Hamou? Ouais, c'est le printemps, j'ai décidé de revenir. Oui, premier jour du printemps, c'est bien. Voilà. Ah, c'est bien. Comment ça va Hamou? Ça fait va, longtemps bah ouais, vous savez, je suis pas, comment dire, j'étais en phase d'hibernation parce que je trouve que la parole se démonétise, donc j'ai décidé de moins parler. Ah oui. Bon, d'accord. Pourtant, il y a des auditrices qui t'ont vu à la télé. Hein. Ouais, elles m'ont vu à la télé, mais elles sont pas prêtes de me revoir. Et ils nous ont dit d'ailleurs, Hamou nous a fait des infidélités, préfère aller chez Pascal Pro. Bon, Ouais, voilà. Donc, ça, je dis ça, je dis rien. Ouais, maintenant. Je dis rien. Maintenant, ça risque pas de se reproduire. D'accord, c'est fini. Donc. Mais j'en dirai pas plus. Oui, évidemment. Pour ne pas discréditer l'audiovisuel privé. Privé, on oui. n'a pas besoin. Absolument. Alors, dans cette émission, un programme encore une fois très chargé. Yasser Louati qui devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. Avec au programme évidemment le zapping, un zapping très fourni que vous allez commenter messieurs, ensemble et avec nous. Cela va nous permettre d'ailleurs de parler de plein de sujets. Ça s'est passé à la télé ce week-end. Et puis on reviendra et on fera un focus sur ce rapport onusien dont on vous faisait écho vendredi dernier. Et bien ce rapport, figurez-vous, sous la pression a été abandonné. Sa rapportrice jordanienne a démissionné. On fera un focus et on recevra tout à l'heure Yael Sivan qui est cinéaste israélien et qui est co-auteur du livre Un boycott légitime pour nous donner évidemment son point de vue sur ce rapport qui, je le rappelle, accusait Israël d'état d'apartheid et de discrimination raciale. Donc on reviendra tout cela avec vous tout à l'heure. Le coup de cœur de monsieur Brakni. Alors le coup de cœur, ça va être... je le dirai tout à l'heure. Très bien, ça sent le mec qui a préparé son truc, ça c'est bien ça. Hamou Bouakaz, je te demande même pas. Si, mon coup de cœur, ça sera pour Elgas, un écrivain sénégalais que j'ai découvert hier grâce à Yasmine Chouari, qui fait une émission géniale sur RFI qui s'appelle En Sol Majeur. Oui. Que je vous recommande vraiment de podcaster parce que c'est souvent des pépites. C'est une femme que je connais, avec laquelle j'ai fait un TED il y a quelques années. Et vraiment, j'ai une un grand respect pour ce genre de journalistes qui font un travail fouillé, qui ont un respect de leur invité. Donc Super. On découvrira ça tout à l'heure et on la salue évidemment, notre consoeur Yasmine Chouaki. Et puis la vie tranchée de monsieur Brakni. On va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Ah tu vas le savoir quand il sera. Oui, il aura ramené Yasser, voilà. Et moi, on va parler du débat de ce soir. Oui. Je vais faire quelques recommandations aux débatteurs. Ah, très bien. Vous savez que c'est ce soir évidemment le débat, le fameux débat, alors qui a été très critiqué. D'ailleurs, on y reviendra dans le zapping puisqu'il y a eu un petit coup signé Dupont-Aignan dans le JT de TF1. C'était samedi soir. Donc, on y reviendra. Un débat que beaucoup jugent antidémocratique. Puisque je le rappelle, il y a 11 candidats, ça on le sait maintenant depuis samedi matin, qui sont candidats donc à cette élection présidentielle, et 5 d'entre eux seront présents ce soir, à savoir les 5 préférés des sondages. Et ça, beaucoup évidemment sont très fâchés par rapport à ça. C'est un débat, mais ça sera pas débat. Hein. Oui, je sais pas comment ça va se passer, mais ça risque d'être voilà. C'est inédit d'ailleurs. Hein. C'est jamais arrivé ce type de dispositif pendant une campagne électorale présidentielle. Et c'est peut-être justement le succès que ce genre de débats ont eu pendant justement les primaires socialistes, primaires LR. Que les chaînes de télé se sont dit pourquoi pas essayer. Et là donc finalement le premier débat c'est ce soir, il y en aura un autre 4 avril sur CNews et sur iTélé et sur BFM, et le 20 avril sur France 2, et les 2 prochains débats normalement les 11 candidats seront présents. Youssef, ton avis tranché? Mon avis tranché, ça va être un retour un peu historique dans le temps sur le mouvement des travailleurs arabes. Ah, très bien. Ça fait écho à la manif d'hier. Très bien. La marche, vous y étiez, messieurs, hier, à cette fameuse marche? Oui, moi j'y étais. Pour la justice et la dignité contre le racisme? J'y étais. Oui. Je suis passé au concert à la fin. Il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. Tout est relatif. Les organisateurs attendaient, je crois, plus de 30 000, non? Oui, bon, il y en avait un peu, on va dire 10 000. Ouais, je pense. Ouais, à peu près. Voilà. Ouais. 10, 11, 7 000, c'est quand même pas beaucoup. Je peux te raconter une anecdote sur la marche ou pas? Vas-y, raconte. Alors, moi j'y vais toujours en bigleux avec mon chien guide. Ouais. J'avais rendez-vous avec un copain qui est un militant de toutes les causes interculturelles, qui s'appelle Claire Michalon. Je vous encourage d'ailleurs à écouter ses conférences, elles sont disponibles sur internet. J'ai fait aussi un TEDx avec lui, c'est vraiment un type formidable.
Et donc il m'appelle, et il se trouve qu'il était plus en avant sur le boulevard Voltaire, donc il fallait que je cours pour aller le trouver. Donc un aveugle qui court dans une manif, je vous dis pas, c'est un peu C'est pas mal, ouais. Et là, je croise quelqu'un qui me dit: ah, je vous reconnais, je vous ai vu chez Pascal Pro, j'aime bien ce que vous dites. Alors je commence à discuter, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit: ah, bonjour Xavier Mathieu, c'est vous le militant des Conti? En fait, j'étais en train de parler avec le militant avec Xavier Mathieu qui avait foutu le Darwa au Conti, et je l'avais pas reconnu. Donc je lui ai dit: putain, je suis pas très physionomiste pour un aveugle, quoi. Bon, écoute, c'était une belle anecdote, en tout cas, une belle rencontre. Ah ouais, Sympa. c'est vraiment une belle rencontre avec un type, tu vois, qui se retrouve au RSA, qui est dans la merde, mais qui a absolument jamais renoncé à ce à quoi il croyait, et il a sauvé la tête de tous les autres, et lui-même il est en train d'écoper. Et vraiment big up pour Xavier Mathieu qui est probablement vote pas comme moi, mais qui est vraiment un type formidable dans ces temps de tiède, dans ces temps de et en même temps, dans ces temps de gens qui disent tout et le contraire de tout, qui ne s'en rendent pas compte. Voilà quelqu'un qui est très rafraîchissant. Musique, tout de suite, le coup de cœur musical du LGF, le Grand Forum, c'est un phénomène. On peut parler d'un véritable phénomène autour du groupe PNL avec Béné Béné. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Youssef Brakni qui est avec nous, Monsieur Habou Bouakaz qui fait son retour aujourd'hui en ce premier jour du printemps, c'est magnifique. Et Monsieur Yasser Louati aussi de retour en France. Comment ça va, Monsieur Louati? Bien, et toi, Christophe? Bien. Alors que nous réserve ton avis tranché, Yasser? Alors, l'alliance contre nature entre sionisme et extrême droite. Ah oui, très bien. Et le coup de cœur? Ça me laisse sans voix. Oui. Lui, il veut vraiment qu'on ait des ennuis. Franchement, là, Christophe, on a senti le malaise. Non, pas de malaise, non, en fait. Yasser Louati, on a totale confiance en lui, il n'y a pas de souci, mais voilà. Ton coup de cœur, mon cher Yasser? C'est plutôt un coup de gueule. Ah, un coup de gueule? Un coup de gueule, justement, sur les différentes initiatives qui sont lancées, qui sont boycottées ici et là, alors qu'elles mériteraient d'être soutenues. Très bien. T'étais à la marche hier? Non. Non, t'as pas marché. Excuse-moi, j'ai passé une semaine à l'étranger et j'ai quand même une famille à mener, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. Allez, tant qu'à être en marche, j'ai préféré être avec Macron, tu vois. Non, ça commence pas avec tes punchlines à vous. Justement, on va en parler de tout cela. C'est parti pour le zapping et il y a de quoi dire, quoi faire, messieurs, de quoi commenter. Alors, on va commencer avec Nicolas Dupont-Aignan, qui était invité samedi soir dans le journal de 20h pour une interview, afin de présenter son programme, a décidé de quitter le plateau, protestant contre TF1, concernant le débat qui aura lieu ce soir, et ce débat qui aura comme invité que 5 candidats sur 11. Écoutez ce qui s'est passé dans le journal de 20h de TF1 samedi soir. J'ai le devoir aujourd'hui de quitter votre plateau. Ah bon? Et je donne 2 jours à la chaîne TF1 pour inviter tous les candidats, c'est pas moi qui suis en cause, tous les candidats, le Conseil et pour d'État, permettre Nicolas Dupont-Aignan, c'est la plus haute autorité administrative et pour de ce permettre, pays, vous madame, le savez. aux Français de trancher. Et je souhaite que ce geste, vous savez qu'il me coûte. Il me coûte C'est ce dommage geste. parce que j'avais Eh bien, préparé je souhaite- une longue interview sur eh votre bien, programme je que les souhaite que Français ce ne geste pourront pas réveille découvrir. les Français sur la République, sur l'égalité. Et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Je vous remercie. Donc on ne parle Je pas vous de votre souhaite une bonne programme. soirée. Merci, madame. Écoutez, je regrette votre choix. Merci J'y d'être suis passé. obligé. Quand même, voilà, c'est la fin de ce journal. Alors que pensez-vous de ce geste? Nicolas Dupont-Aignan, c'était un des seuls à être monté au créneau après l'organisation de cette émission, de ce débat, premier débat qui aura lieu ce soir sur TF1, et effectivement qui a invité que 5 candidats, les 5 favoris, on va dire, des sondages. Et Nicolas Dupont-Aignan donc trouve cette émission ou ce geste antidémocratique. Est-ce qu'on vous partagez cet avis, messieurs? On se précipite pas pour répondre, hein. Ouais. Tiens, Non, mais- à bout. Alors, écoute, bon, honnêtement, un débat à 11, c'est vraiment très compliqué à organiser. Ouais. Ça, c'est ce qui plaide plutôt pour un débat avec moins de participants. En revanche, il est absolument indéniable que agir de cette façon, c'est créer un biais de notoriété entre les candidats. C'est-à-dire que on considère que l'épreuve à passer, c'est les 500 parrainages, et puis on envoie une épreuve sous-jacente, qui est une épreuve de notoriété, pour induire, en quelque sorte, le vote des Français. Et ça pose un vrai problème. Mais je ne sais pas, moi, si j'étais manager d'un média audiovisuel, ce que j'aurais fait. J'aurais été bien embêté, parce que 11 personnes aussi en débat, ça aurait été vraiment compliqué. Alors, peut-être qu'il aurait fallu les faire débattre 4 par 4. Voilà, Juste voilà. pour apporter un petit complément d'information, quand cette initiative a été prise, on ne connaissait pas encore le nombre de candidats
qui allait être présent, qualifié, j'allais dire, pour la finale. Voilà. Alors, Youssef, est-ce que c'est totalement aberrant. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on partage on partage pas les idées du Dupont-Aignan, mais pour le coup, il a un peu raison, non? Oui, c'est clair qu'il a complètement raison, parce qu'il y a toujours moyen de faire, en fait. Il y a toujours moyen de faire en plusieurs émissions, pas obligé de faire tout le monde le même jour, le même soir. Il y a moyen en plus maintenant il y a les chronomètres de combien de temps, enfin leur temps de parole, etc. Donc sur ça, bah voilà. Après moi il y a rien d'étonnant de la part de TF1, surtout de la part de TF1, puisqu'ils sont là pour confronter les idéologies dominantes. Après c'est clair que pour certains d'extrême droite souverainiste, ou c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé entendre quelqu'un comme Poutou, par exemple. Tu vois, j'aurais bien aimé entendre ce qu'il a à dire sur une chaîne comme TF1. Ouais. Il y a Asselineau, Yasser, François Asselineau, qui a invité aussi tous les candidats à ne pas y aller ce soir au débat. Bon, évidemment, ils vont tous y aller, hein, c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? C'est antidémocratique de faire ceci? Pour moi, le système veut dire ne vaut pas d'être suivi. Donc moi, j'ai appelé à voter blanc, c'est pas pour rien. Donc peu importe ce qui se passe au débat, les jeux, on sait très bien qu'ils sont truqués. On sait très bien qu'il y a eu une tentative pour justement empêcher les petits candidats, entre guillemets, d'accéder au plateau télévision. Qu'on a même eu des parlementaires dire on préfère écouter les candidats principaux des partis principaux au lieu d'écouter justement Poutou. Donc on voit très bien que le mode de fonctionnement de la presse fait que d'un moment on a promu Alain Juppé, puis ça a été la perte de la primaire, donc on est passé à Macron, et on a encore des médias qui font la pluie et le beau temps en toute impunité. Donc lui qui a eu une décision de boycotter les médias de la part de tous les candidats, bon, d'une, l'idée elle est pas mal, mais de deux, c'est que surtout personne ne suivra cette idée-là, puisque tout le monde accourront vers les plateaux justement pour se faire voir. Et étant donné que la primauté est donnée aux partis principaux, c'est encore les petits candidats qui perdront, et les électeurs moyens qui seront encore une fois enflammés entre deux choix. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen qui juge en ce moment que les médias roulent pour Macron? Oui, bah ça c'est évident, je pense. Alors ça, je crois que c'est une question qui revient de manière récurrente. C'est clair que c'est c'est ce qu'on dit entre guillemets. Ça va un peu dire rien. Enfin, ça va tout dire et rien dire à la fois. C'est le candidat du système. Et c'est clair que c'est le chouchou, c'est celui qui est mis en avant, c'est celui qui a les réseaux, c'est celui qui est confronté dans sa candidature. Ça, c'est clair que c'est vraiment le choix et on veut nous l'imposer par tous les moyens. Hamou, c'est le candidat des médias, Macron? Non, moi je serais plus nuancé. Je pense que Macron, c'est un type extrêmement intelligent qui a compris quelque chose, c'est que en ce moment, derrière le tous pourri des politiques, il y a que deux options. Soit Marine Le Pen, soit un inconnu qui viendrait bousculer au moins les codes, sinon les idées. Et c'est le sentier qu'il explore. Avec un certain succès, je dois dire. Parce que derrière les idées de Macron, il y a quelque chose qui est très agréable aux oreilles des Français. Les Français, ils aimeraient trouver quelqu'un qui réconcilie des idées qui sont en apparence irréconciliables. D'ailleurs, si vous écoutez Macron, vous entendrez souvent Macron dire « et en même temps ». Je suis pour ceci, et en même temps, je suis pour cela. Je crois qu'il a compris que dans ce moment troublé, les Français avaient besoin d'apaisement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi j'avais soutenu François Hollande en son temps. C'est parce que face à Nicolas Sarkozy l'énervé, qui angoissait, qui donnait le tournis à tout le monde, je pensais que Hollande allait réconcilier les Français autour de quelques axes simples, quelques idées simples. Ouais. Le moins que je puisse dire, c'est que il n'a pas réussi au-delà de mes espérances, pour le dire de manière très gentille. Et Macron, c'est le sentier qu'il est en train d'explorer. Alors après, je ne suis pas naïf, je sais que il est soutenu, qu'il a eu une stratégie assez intelligente de lobbying, et qu'il y a des gens qui ont parié sur lui, mais c'est un petit peu le souci que j'ai pour lui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas la même chose, qui ont parié pour lui. Donc, je pense que si Macron est élu, ou si n'importe qui est élu, en septembre 2017, il sera aussi impopulaire que François Hollande aujourd'hui. Yasser Louati, est-ce que finalement Macron ça risque d'être le Clinton, c'est-à-dire le favori des sondages, qui se retrouve finalement après, une fois à l'arrivée, perdu? D'abord, je vais tempérer un petit peu les propos de Hamou, c'est qu'on a eu le Front républicain qui avait été mis en place par Chevènement en 2002. On sait très bien que ça a été un désastre total. Donc ça, les électeurs ici en France ne sont pas tellement enclins à voter pour celui qui fait la synthèse de tout
de tout et son contraire. En plus, on a eu un président qui justement était spécialiste pour ne jamais trancher et qui a passé son temps à faire l'un et l'autre pour arriver à une situation, à une solution médiane. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un candidat qui est artificiellement mis en avant par les médias. On sait très bien qu'il a les réseaux, etc. Mais la supercherie est celle qui veut faire croire que Macron serait anti-système, alors qu'il est l'incarnation d'un enfant du système. Quand on voit son parcours, ENA, banquier, conseiller de l'Élysée, puis ministre, on voit très bien que il n'a pas partagé le quotidien du citoyen ordinaire ou du petit peuple. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'il a derrière la façade novatrice, on n'a que le système qui cherche en fait à mettre en place de changer sa vitrine sans pour autant changer en fait son mode de fonctionnement. Moi, je te trouve dur. Je pense que c'est aussi c'est quelqu'un qui vient d'une ville de province. Et c'est quelqu'un qui est le fruit de la méritocratie républicaine. On peut trouver que cette méritocratie, elle n'est pas ouverte à tout le monde, mais on peut pas quand même nier que c'est quelqu'un qui n'avait pas au départ plus de moyens que beaucoup de petits Français. Il vient de la province. Il a quand même été copié par Attali. C'est lui qui est derrière lui. Une fois que tu arrives à l'ENA et que tu deviens inspecteur des finances, c'est quand même tu sors dans les 20 premiers. Effectivement, il y a des gens qui s'intéressent à toi, mais je trouve que c'est un petit peu réducteur que je pense que c'est plus sioux que ça. Et si à chaque fois qu'on a un candidat, on a des explications comme ça, extrêmement tranchées et super rapides, j'ai envie de dire, and so what, si tout vaut tout, quelle solution on propose? Mais dans ce cas-là, Macron a quand même été membre du gouvernement. C'est lui qui était en partie derrière la politique économique de ce gouvernement. Donc il est en partie responsable. Je suis d'accord. Il peut pas venir se présenter en tant que anti-système et on va changer le système ou moi c'est la nouveauté et tous des anciens, alors que lui-même a participé à fabriquer les problèmes dont nous souffrons aujourd'hui. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que sa candidature, elle a aussi des inconvénients, mais je pense que le réduire à l'enfant chéri des médias et du système, c'est, je pense, ne pas comprendre quelque chose qui est très fort et qui est quand même un courant qui se lève. Moi, je vois beaucoup de gens de beaucoup de milieux qui sont intéressés par ce qu'il raconte, parce que il est plus jeune, parce que il a une façon d'écouter les gens qui est probablement supérieure à la moyenne des hommes politiques, et ça, ne pas le reconnaître, c'est à mon avis faire une erreur. Ça veut pas dire qu'il va gagner, hein. Ça veut pas dire non plus qu'il va pas se dégonfler. Ça veut pas dire qu'à la fin, même s'il est élu, il fera pas la politique des autres. Mais je pense que il a compris quelque chose un petit peu comme Giscard en 74. C'est-à-dire, il a une vision peut-être plus exacte de la façon dont la société française fonctionne. Alors, on enchaîne justement avec Macron. Il en était question hier sur CNews et Europe 1 à l'occasion d'un débat entre Jean-Pierre Mignard et Christiane Taubira. Pour cette dernière, Emmanuel Macron n'a pas de racines ni de référence. Écoutez plutôt cet échange. La gauche dans ce pays a une histoire, de même que la droite républicaine, elle a une histoire. L'extrême droite en a une aussi d'ailleurs. D'accord, ça on met de côté. Mais cette histoire, elle n'est pas faite de fantaisie ni d'anecdotes. Elle est faite d'ancrage dans des idéaux, avec des doctrines qui se sont construites et se sont élaborées au cours du temps, au fil de l'histoire, avec des confrontations extrêmement fortes. Par exemple, dans l'histoire politique de ce pays, la confrontation sur le service public de l'éducation est une confrontation majeure, extrêmement forte, puissante. Vous lisez par exemple, pendant les débats de la loi Fallou, les interventions de Victor Hugo, par exemple, on comprend tout ce qui se passe après, chaque fois qu'il est question d'une réforme. Chaque fois qu'il est... Non, mais justement, on comprend. Et c'est ce qui est important. Moi, je veux bien les gens qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de ressort, qui n'ont pas de référence. Moi, je dis simplement que pour ma part, je m'instruis de l'histoire de façon à être en capacité de contribuer à produire les réponses modernes, actuelles, contemporaine aux défis que nous avons. Jean-Pierre Mignard, pas de racines. Alors dire effectivement, ça veut dire effectivement Emmanuel Macron n'aurait pas d'histoire. Bien sûr qu'il y a une histoire, et c'est une histoire politique française qu'on peut bien identifier. Sur la laïcité, c'est évidemment brillant, c'est une évidence. Lorsqu'il fustige en des termes extrêmement violents la colonisation, c'est Clémenceau en 1885 quand il dénonce le racialisme de Ferry. C'est Chaban-Delmas et la Nouvelle Société. Mais quand Clémenceau non mais laissez-moi terminer. Quand Clémenceau non, ne m'interrompez pas. Il fait des propositions. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tout d'un coup agressif.
terminer cette démonstration et on continuera le fil de cette émission. Non, je suis agressif parce que soudain, je fais réapparaître effectivement un Emmanuel Macron qui se situe dans une histoire politique et sur laquelle effectivement... Avez-vous besoin d'être agressif? Non, je n'ai pas besoin d'être agressif, mais quelquefois il y a des propos qui sont des propos dits suavement, mais qui sont parfaitement agressifs et qui ne sont pas acceptables. Il n'y a aucune suavité, j'assume mon tempérament et surtout la profondeur de mes convictions et leur intensité, je ne le nie pas. Il y a aussi, c'est Chaban-Delmas et la Nouvelle Société, c'est évidemment de cette tradition, c'est Michel Rocard, c'est dans cette tradition. C'est-à-dire que là, vous citez à la fois Rocard et Chaban-Delmas, on l'a bien compris, et vous invoquez à la fois l'histoire de la droite et l'histoire de la gauche. C'est-à-dire effectivement, à l'intérieur de la gauche et de la droite, deux courants de pensée qui ont toujours été interdits de travailler ensemble par le système électoral et l'organisation de la Ve République. Jean-Pierre Mignard, Taubira hier en débat, c'était chaud comme vous l'avez entendu et visiblement je crois qu'ils ont travaillé un petit peu ensemble les deux, la Taubira et Macron. Bon bah apparemment ils n'ont pas gardé un très bon souvenir. En tout cas Taubira n'en a pas gardé un bon souvenir. Pas de racines, pas de référence. En clair, voilà, c'est un candidat bidon pour Taubira, Macron. Amon. Ce propos de Taubira est tout simplement débile. Je le dis comme je le carrément. pense. Ah oui. Surtout, si on n'avait pas Internet, j'adore Taubira. Je l'ai soutenu à chaque fois qu'elle a été attaquée, donc c'est pas une histoire personnelle. Mais ce propos est totalement stupide. Quand on a, comme elle, soutenu Juppé en 93 et Tapi en 94, qu'on me raconte pas des histoires de Racine. Ça, c'est vraiment le typique du propos politique de débatteur qui pense que les citoyens sont des cons et qui vont pas regarder. Mais enfin, de qui elle se moque? C'est ridicule. Effectivement, Macron est probablement le fils de cette alliance entre une certaine gauche chrétienne et une certaine droite sociale, agrémentée aussi de nouveaux courants, de gens qui sont plutôt dans les start-up, dans l'économie numérique, qui sont dans l'économie sociale aussi, et qui veulent un peu plus d'agilité et de liberté de l'entreprise. Je vous dis pas que c'est ma tasse de thé, mais je pense qu'on peut faire de la politique en essayant de rester honnête et de pas convoquer ces espèces d'effets rhétoriques qui, à mon avis, ne servent strictement à rien et qui vraiment, moi, ça me déçoit de Taubira qu'elle tombe là-dedans. Youssef, propos débile de Taubira? Non, quand même pas, parce que Taubira, elle a quand même un certain niveau. Non, mais elle l'est pas, mais ses propos sont ouais, en tout cas, ouais, non, mais par rapport à ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vraiment, Emmanuel Macron, moi, je reste sur ce que je dis, c'est vraiment le système. En fait, c'est le système qui arrivait au bout de quelque chose, en fait, qui arrivait au bout d'un système politique qui n'y arrivait plus. Surtout face à la montée de l'extrême droite, face à la montée des deux, on va dire des deux extrêmes entre guillemets, entre Mélenchon, Marine Le Pen, et c'est Macron, il arrive pour ça en fait en réalité. Il répond à ça. Et moi je peux pas m'empêcher de penser à Justin Trudeau comme Premier ministre canadien. Premier ministre canadien, et j'ai vraiment l'impression qu'il calque tout sur lui. C'est-à-dire que une société apaisée à l'intérieur, muslim friendly, gay friendly, tout le truc, vous voyez, toutes les progressistes, etc. Tout le monde a droit à sa place. Ouais. Il séduit énormément la classe moyenne musulmane. Macron, comme Trudeau le fait là-bas. D'ailleurs, Macron, ce qu'il propose, c'est une intégration économique pour les classes moyennes musulmanes, arrêter d'être islamophobe avec elles, y compris avec les femmes voilées. Mais par contre, la masse musulmane dans les quartiers populaires, c'est Uber, quoi. En gros, je caricature, mais c'est à peu près ça. Et ça, je trouve qu'il ressemble vraiment à Trudeau. Et par contre, sur le côté international, ça va être l'impérialisme à fond. À l'image du Canada, ce que fait le Canada qui bombarde en Syrie, etc. Et on le voit, par exemple, quand il prend Laurence Haïm, qui est une amie de Netanyahou, ou Gage, je crois, il me semble qu'il est... Non, il est avec Hamon. Ah d'accord, ok. Gage, il est avec Hamon, oui. Ah d'accord. Gage, il est avec Hamon. Bon, ils se sont partagés mais tu les candidats, mais Laurence Haïm, Trudeau, il fait une mauvaise politique au Canada? Non, justement non. En fait, moi je suis pas pour les classes moyennes. Non, Trudeau, clairement pour les classes moyennes musulmanes, il y a pas, c'est bingo, c'est super bien, tu vois, etc. Mais par contre, il est ultra libéral. Trudeau, il est très très libéral, comme le projet que propose Macron en réalité. Comme je le répète, en fait, il veut une intégration pour les classes moyennes musulmanes, clairement. Il dit que voilà, faut arrêter avec ça, faut arrêter de les stigmatiser. En fait, clairement, faut les prendre comme une ressource, même quand ils sont voilés, même quand ils ont des barbes, etc. Ce qui compte, c'est qu'ils participent à ce pays et qu'ils apportent une pierre à l'économie de ce pays. Et donc, par contre, c'est là que moi je ne suis plus. C'est-à-dire que c'est sur la question en gros de la masse dans les quartiers populaires. Il leur propose l'entrepreneuriat, quoi, à travers Uber. Vraiment, c'est ça, quoi. Mais c'est une espèce de uberisation de la société, il est plus facile pour certains de trouver des clients que des emplois. Et que moi je le vis aujourd'hui, hein. Je veux dire, aujourd'hui, si j'avais pas le statut d'auto-entrepreneur, je mangerais plus.
Parce que quand tu es blacklisté par les réseaux et que tu es discriminé, tu peux pas trouver de boulot à un certain âge. Oui. Et donc si tu fais pas quand on est jeune, on est obligé de passer par le service. Voilà, donc si tu veux, je préfère le statut d'auto-entrepreneur qui est une première marche pour redémarrer plutôt que rien, ou que juste les manifestants pour aller trouver un boulot qui ne viendra pas. Yasser Louati, pour tempérer un peu, ou pas d'ailleurs. Moi, je ne tempère pas. De toute façon, j'ai parlé sur la question de Macron et la supercherie qu'elle représentait au niveau des vis-à-vis des citoyens de confession musulmane. Donc, pour moi, la réponse est simple. À quoi bon me dire l'islamophobie, c'est pas bien si c'est pour pratiquer un programme néolibéral qui justement va alimenter l'islamophobie. Donc, le darwinisme social qui s'imposera avec le programme socio-économique d'Emmanuel Macron ne fera qu'exacerber les tensions, et les premiers qui seront ciblés, ça sera encore une fois la masse, comme disait Youssef, la masse des citoyens de confession musulmane qui, dans l'écrasante majorité, sont parmi les classes populaires. Donc oui, il pourra faire un appel du pied à ceux qui seront CSP, CSP+, mais l'écrasante majorité sera malheureusement perdante. Mais les CSP tireront les autres vers le haut. Pourquoi vous mésestimez le mouvement social et le mouvement associatif je veux dire, par rapport à l'état où on est, ça peut pas empirer de toute façon. Par contre, que les classes moyennes musulmanes exploitent les classes populaires musulmanes, oui, ça c'est possible, mais ça tire pas vers le haut. Ça c'est classique, ça. Mais ça tirera pas vers le haut, mais bon, moi c'est classique. Moi je suis plutôt pour la... tu vois, voilà, moi je suis un optimiste, vous êtes des pessimistes, c'est ça? Non, pas du tout, on dit pour l'égalité sociale. On est plutôt réaliste. Mais ça s'obtient en se bagarrant, ça. Alors, je veux dire, les militants chrétiens de cette gauche chrétienne ont plus fait pour l'égalité sociale que des pseudo-révolutionnaires qui se gardent leurs petits avantages et qui sont révolutionnaires de salon. Hein. Dans ce zapping, Emmanuel Macron par-ci, Emmanuel Macron par-là. Hier soir, encore l'invité du journal de France 2. Et au micro de Laurent Delahousse, il a été quelque peu agacé par une question du journaliste. L'héritier de François Hollande. Est-ce que vous réfutez totalement cette idée? Est-ce que votre recomposition politique ne se résume finalement qu'à un prolongement, une recomposition du hollandisme? Vous êtes quand même amusants, tous et toutes. On m'a d'abord dit que j'étais un félon. On m'a ensuite dit que j'étais un fou dangereux. Et maintenant, je redeviendrai un héritier. Bon. Écoutez, moi, contrairement à toutes celles et ceux qui donnent des leçons, d'abord, je ne dis pas de mal. Vous savez, François Hollande... Pas de droit d'inventaire, pas de rupture avec François Hollande. Il y a les hommes, il y a les idées. François Hollande, c'est le président de la République aujourd'hui. C'est quelqu'un que je connais bien, et donc je n'ai jamais dit du mal de lui, je ne commencerai pas ce soir. Est-ce que ça va pas lui porter préjudice? Justement de ne pas vouloir aller attaquer François Hollande sur son bilan ou pas? Christophe, c'était mon hypothèse. Moi j'avais dit, Macron ira très bien, il montera jusqu'au jour où Hollande et les Hollandais lui apporteront clairement leur soutien et ils vont l'étouffer comme le boa étouffe sa proie. C'est ce qui s'est passé avec Delanoë, je l'ai dit sur cette antenne, en 2008. En 2008, Delanoë d'ailleurs qui a apporté son soutien à Macron, ce qui est logique, puisque lui en 2008 déjà qu'il disait qu'il était socialiste et libéral, donc on est tout à fait là-dedans. En 2008 au congrès de Reims, il était en tête, il avait tous les sondages pour lui, jusqu'au moment où les Hollandais ont annoncé qu'ils se ralliaient à lui, et ils l'ont tué. Donc et c'est pour ça que Macron fait absolument tout pour éviter un ralliement massif des Hollandais. Ceci étant, évidemment, il sait aussi qu'il risque d'en avoir besoin pour une future majorité, donc il essaye de ménager la chèvre et le chou. Donc ça, c'est à mon avis, c'est sa principale difficulté dans les prochaines semaines. Si on va jouer sur la corde sensible. Si on arrive à accréditer l'idée que c'est le fils spirituel de Hollande et que ça prend dans l'opinion publique, il risque de perdre très très vite et de dévisser dans les prochains sondages. Mais est-ce que c'est pas le cas finalement, Yasser Louati? Est-ce que c'est pas le fils héritier d'Hollande, Macron? Est-ce que finalement Hollande aimerait que Macron lui succède, serait le meilleur candidat pour lui, par lequel en tout cas il aimerait être succédé à l'Élysée? En tout cas, si on avait voulu le faire croire, on ne se serait pas pris autrement. Oui. Donc, vu que François Hollande n'a pas apporté son soutien à Hamon, on sait que que Hamon est boycotté par une grosse frange de son propre parti politique. Ça, c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant, oui. C'est classique. Oui, bon, la droite a quand même soutenu Fillon, quoi. Donc là, c'est quand même assez inédit. Attendez, mais Ségolène en a pris plein la tronche. Oui, d'accord, mais pas isolé de la sorte quand même. Là, il est isolé dans le parti. Beaucoup quittent le parti. Enfin, ne le quittent pas d'ailleurs. Ils restent, mais vont soutenir un autre candidat. D'ailleurs, ça va peut-être poser des problèmes pour les législatives, cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, même Valls qui a refusé d'apporter son parrainage, alors que dans le sens contraire, Juppé, n'étant pas un pro-filloniste, mais quand même acceptant le résultat de la primaire, a quand même donné son parrainage à Fillon.
on s'aperçoit quand même qu'à gauche, là, c'est tous contre Hamon, quoi. Christophe, je t'avais pas dit que le Parti Socialiste était une mafia légale. Ouais. Alors, on change de parrain, c'est tout. C'est un parti qui est en train de mourir, quoi. Voilà. Suite de ce zapping, accrochage sur le plateau de Laurent Ruquier samedi soir entre l'animateur et Florian Philippot qui était l'invité. Philippot accuse Ruquier d'être un militant anti-FN. Écoutez. Par exemple, ici, je suis dans une maison qui se caractérise pas par une extraordinaire neutralité dans les propos tenus chaque samedi soir. Ou parfois, voilà, bon, c'est bien rangé, hein. Forcément, comme on a deux candidats politiques, vous devez avoir des soutiens. Il y a les marinistes, les macronistes. Il y a des soutiens de Monsieur Macron sûrement. Mais c'est bien, c'est le jeu démocratique. Et puis j'espère des électeurs d'autres aussi. Hein, il y a tout le monde. C'est amusant. Mais non, mais c'est vrai. Bon, et vous le savez. Vous assumez d'être militant anti-Front National. Non, je suis pas militant, contrairement à vous. Moi, je suis pas militant. J'ai pas de carte. J'appartiens à aucun parti. Un peu quand même. Non, pas un peu quand même. Militant, c'est quelqu'un. Vous m'avez vu dans un meeting, Monsieur Philippot, déjà? M'avez-vous vu déjà dans un seul meeting? Non, mais vous faites de votre émission. M'avez-vous vu déjà dans un seul? Non, mais vous faites de votre émission un meeting tous les samedis soirs. Est-ce que vous pensez que j'ai... Non, contrairement à d'autres... Mais j'ai vu une petite mise en scène où le public devait s'enfuir si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, etc., etc. Ça, c'était... Vous avez même vous-même dit, je quitte la France si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Non, ça, je l'ai pas dit. Ça a été des choses qui ont été reportées, déformées. Mais en revanche, la mise en scène qui a été faite ici, oui, je l'assume... Est-ce que finalement, au travers de cette accusation de Philippot, les journalistes aujourd'hui profitent un petit peu de leur antenne, de leur espace médiatique pour aussi faire passer les messages? Quoi, anti-FN? Pas forcément, mais on peut aller au-delà. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des journalistes, clairement, qui font passer des messages et qui profitent d'une audience qu'ils ont, justement, pour faire un peu de la politique? Bah, franchement, quand on regarde Rotel Cref, c'est clair que c'est une militante, elle. Ouais. Ouais, c'est une militante acharnée. Fallait voir sa tête. Alors, je suis pas du tout pro-socialiste. Hein, au contraire, ceux qui me connaissent savent que voilà, c'est pas ma tasse de thé. Mais la tête qu'elle a fait quand Benoît Hamon a gagné la primaire, c'était incroyable. Enfin, même les commentaires, elle disait, voilà, c'est un islamo-gauchiste qui a pris le pouvoir au PS, quoi. Et non, il y a des journalistes ici, c'est clair. Bah, c'est clairement peut-être pas des militants, c'est trop fort parce que les militants, c'est être encarté dans une organisation politique, etc. Mais en tout cas, c'est clair qu'ils ont une idéologie, comme tout le monde, et c'est normal. Je veux dire, moi, ça me dérange pas, ça, en fait. Yasser Louati, est-ce que les journalistes d'aujourd'hui profitent de leur espace, comme le dit Philippot, pour faire du militantisme? Bon, Philippot, faut qu'il arrête de se plaindre quand c'est lui qui est en même temps la personnalité politique la plus invitée sur les plateformes. Ça, c'est vrai. Du public et du privé, sauf que en gros, c'est que la presse est gentille tant qu'elle va dans son sens. Ouais. Non, c'est que bon, on n'a pas une presse qui est libre, malheureusement. Il y a une telle concentration entre de 95% de nos médias qui appartiennent en fait à 7 milliardaires. Ouais. Et puis c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Donc il suffit de voir les études qui montrent qu'en fait les opinions sont tronquées via les orientations des questions, via les reportages qui sont montés. Mais par contre, oui, moi je crois pertinemment qu'il n'y a pas de médias qui soient autonomes. Tous les médias ont un agenda, c'est une vérité. On peut pas. Le journalisme objectif n'existe pas, c'est une supercherie. Par contre, tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre tout le monde à pieds égaux et avoir le même droit d'accès à la presse dite mainstream. Alors, on sait très bien que c'est pas vrai. Mais dans ce cas-là, je rappelle au Front National, arrêtez d'être des démagos. Quand Marine Le Pen et Florian Philippot squattent les matinales radio, les matinales télé et les heures de grande écoute, bon, il y a un moment, vous manquez pas trop du monde non plus, quoi. Hamon, vous qui avez fait un peu de télé, un peu de radio, etc., est-ce que vous constatez aussi que certains journalistes profitent de leur espace antenne pour faire du militantisme? Bon, je pense même que c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, tu peux pas rentrer dans certains endroits si t'as pas le bon calibre. Ah oui. Voilà. Alors, le discours assez lissé. Oui, ou un discours qui correspond à ce que ta chaîne attend de toi. Mais tu sais, c'est très subtil, hein. Parce que quand tu dis ça à un journaliste, il gueule en disant « Ah, mais oui, je suis un homme libre. » Oui, t'es un homme libre. Mais j'ai jamais vu de poule libre dans un poulailler quand il y a un renard, quoi. Un mec qui travaille chez Le Figaro, Libération, c'est un homme libre? Non, mais bon, en tout cas, c'est un homme qui est dans une certaine case. Il fait ce qu'on attend de lui. Ouais. Et s'il fait plus, bah il passe plus. Moi, je passe plus sur RTL. Voilà. Parce que la case que je remplissais, bah on en a plus besoin. Très bien. Dans un instant, pour finir le zapping, on fera un petit tour par une petite émission qui était assez sympa hier soir. Et puis on va passer aux avis tranchés, bien sûr. On va parler du débat de ce soir avec Hamon. Je peux balancer ou pas? Parce que là, vous avez vu qu'il n'était pas très concentré, Yasser. Pourquoi? J'ai essayé de foutre les mains sur son écran pour l'empêcher d'écrire, mais je pense qu'il a pas fait son avis tranché, tu vois. Et donc il est en train de l'écrire. Alors que moi,
Ça fait à peu Est-ce près que 3 c'est vrai? Ça fait à peu près 3 mois qu'il est prêt, à mon avis, tranché. Tu vois, c'est ça le truc. Enfin, c'est pas vrai, il est pris que depuis, il est même pas prêt, mais bon. Ben oui, mais bon, ça, on a l'habitude. Dans un instant, donc, et on va ouvrir notre focus donc sur ce rapport onusien qui accusait Israël d'état d'apartheid et de discrimination raciale. Rapport qui a été enterré, tout simplement, en 48 heures. Ça a été vite fait. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, on est là avec Habou Bouakaz, Yasser Louati, Youssef Brakni, l'équipe de choc, là, le trio, il est là aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour le grand forum. Et avant de passer à vos avis tranchés, messieurs, je voulais vous faire écouter, pour finir, ce zapping. Hier soir a été diffusé sur C8 un documentaire, enfin une émission un peu particulière à l'initiative de Mélissa Torio, qui s'appelle donc Au tableau, où les politiques, 4 d'entre eux en tout cas, Emmanuel Macron, Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, se sont prêtés aux questions des enfants. Et vous allez voir, tiens, j'ai retenu un petit moment assez sympathique. Question un peu indiscrète des enfants à l'encontre de Benoît Hamon. Écoutez. Kim puis Ruben. On ne voit jamais votre femme, vous ne la montrez jamais. Est-ce que vous serez un peu... Je la cache. Oui, vous la cachez, mais... Non, je la cache pas en fait. Elle n'a pas très envie de... Oui, est-ce que vous serez un président sans première dame, comme Monsieur Hollande? Non. Non, si, quand je serai élu président de la République, bien sûr que elle sera à mes côtés. Et, ce qui supposera probablement pour elle de changer sa carrière. C'est ça qui est difficile, c'est que mon choix va impacter sa vie. Et voilà, mais vous la verrez. Léopold. Est-ce que vos filles viendront habiter à l'Élysée? J'avoue, j'ai pas trop réfléchi à cette question, tu vois. Mais je pense que si je veux les voir, il faudra que peut-être qu'elles y passent quelque temps, ouais. Mais j'ai pas tellement envie de les embarquer là-dedans. Tu sais, quand j'étais ministre, j'avais la possibilité d'être logé, comme on dit, dans un hôtel particulier quand j'étais ministre de l'Éducation, avec ma famille, et puis nous ne l'avons pas fait parce que je voulais qu'on garde une vie normale. Voilà, petit moment sympathique. Alors pour ceux qui ont regardé, j'ai trouvé que le seul à avoir été crispé face aux enfants, c'était Fillon. Pour le reste, indéniablement, pas mal. Marine Le Pen, elle a refusé, non? Ouais, oui, elle a refusé. Mais j'ai trouvé vraiment le documentaire très très bien. C'était sympa. Très franchement, touchant, c'est mignon. C'était bien fait. Ouais. C'était. Ouais, et puis alors par contre, vous avez vu que Macron a fait en 1 minute la liberté, égalité, fraternité. J'ai trouvé que c'était extrêmement gonflé et que c'est limite une imposture ça. En gros, la droite c'est la liberté, la gauche c'est l'égalité. Et moi je fais la fraternité, je fais le lien entre les deux. Ouais. Alors la droite c'est la liberté, comment dire? C'est la liberté, sauf au Chili, sauf dans plein d'autres pays, c'est quand même vite dit quoi. Puis la gauche c'est l'égalité. Bon, il y avait que Mitterrand qui avait le droit d'être bigame. Hein. Ouais. Ah pardon, j'ai peut-être dit une connerie là. Connerie, oui. Youssef, t'as regardé hier? Non, j'ai pas regardé, mais j'ai vu du coup la polémique sur internet avec Marine Le Pen. Et du coup, tout le monde a sorti la fameuse phrase. Elle avait peur que la vérité sorte de la bouche des enfants. Ouais. Yasser, c'est un concept assez original, sympathique. Ouais, j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Bon, la télévision, tu sais, moi je suis vraiment... Ah oui, t'en as plus? Enfin non, j'en ai eu parce que je suis pris en otage par ma famille. Ah bah forcément, voilà. Regarde, ces révolutionnaires qui sont même pas capables de décider devant leur famille. Incroyable. Hein, oh là là, ces hommes soumis. C'est pas des rageux ça, franchement. Alors, on va passer par vos avis tranchés. C'est parti, messieurs, avant de parler de ce rapport. Attends, j'ai entendu une chose. Non, mais là, Amou, je pense qu'il va aller sur un terrain extrêmement glissant. C'est quoi ça? Tu peux en dire ce que tu viens de dire là? C'est pas un rageux ça. Attends, faut bah oui, c'est vrai que faut priver nos femmes. Écoute, excuse-moi. Si on commence à enlever les repères des gens, ça craint quoi. Faut que tu dises la vérité, faut qu'on opprime nos femmes, oui, c'est vrai que qu'on les voile, tu vois, sinon ça, on correspond plus à ce qu'on attend de nous. C'est vrai que venant de la bouche d'un Algérien, être à la gueule, c'est être un mec qui tabasse sa femme. Malheureusement, c'est pas mon cas. Oh là là, comment ça frappe. Ça mérite un coup de buzzer. Alors là, c'est un acte de racisme. En plus, le lendemain de la fête nationale, alors normalement, je devrais te faire le sourire kabyle, mais j'ai pas la lame. À la mi-rouge. Excellent, tiens. Puisque tu parles, est-ce que t'es prêt pour commencer? Non, je suis en dernier, moi. Ah oui, pourquoi en dernier, choisi? Non, mais attends, c'est hallucinant. Je te jure. Bon, allez, c'est parti pour les avis tranchés. C'est un truc qui est imprimé, j'ai quand même pas. Vas-y, Youssef. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. On va commencer par ma gauche, hein. C'est très tendance en ce moment. Youssef Brakni.
Quelques secondes, s'il vous plaît. Allez, on vous écoute, monsieur Brachny, allez-y. Non, en fait, il faut qu'il chauffe sa voix. C'est Ah, d'accord, oui. On vous explique, non, c'est histoire de caméra, bon, tout ça, voilà. Youssef, est-ce que t'es prêt? Alors, c'est parti. Alors, je voudrais aujourd'hui rendre hommage à ceux qui m'ont formé politiquement. J'ai eu la chance à Bagnolet d'avoir rencontré 2 anciens militants des mouvements des travailleurs arabes. Mes premières expériences militantes se sont faites à leur contact, en me transmettant la mémoire de leur lutte dans les usines ou dans le quartier de Belleville durant les années 70. Je suis toujours mal à l'aise quand j'entends dans de nombreux débats que les premiers immigrés, nos parents, nos grands-parents, rasaient les murs, qu'ils ne militaient pas. C'est une méconnaissance totale de l'histoire de l'immigration, de notre histoire. Combien savent que la première cause politique des travailleurs immigrés en France fut la cause palestinienne? Ces mêmes travailleurs qui ont quitté leur village natal, seuls, sans famille, travaillant dans les usines ou les mines, dans les postes les plus pénibles, tout en étant sous-payés. Ils étaient loin de nos conforts militants d'aujourd'hui et pourtant, ils vont créer, à la suite des comités palestines, le MTA, le mouvement des travailleurs arabes, en juin 1972. Ils seront confrontés à des défis toujours d'actualité, sous d'autres formes, mais le fond reste le même. La question de l'autonomie, qui continue de diviser le monde militant de l'immigration d'aujourd'hui. Le MTA défendait des revendications spécifiques, en tant que travailleurs immigrés, qui ne trouvaient pas leur place au sein des centrales syndicales de gauche. Autre point de mobilisation, la question du logement. Les foyers Sonacotra, ou les hôtels meublés avec des grandes grèves des loyers pour améliorer les conditions de logement. Une autre question fondamentale dans cette organisation, ce sont les crimes racistes. Le MTA, présent aussi au sein de l'immigration à Marseille, va lancer la grève contre le racisme le 3 septembre 1973. Il s'agissait de protester contre une vague de violence sans précédent. Plus de 50 morts, on parlait alors de ratonnade. La grève du MTA sera suivie par plus de 20 000 ouvriers immigrés dans la région de Marseille. Cette grève contre le racisme sera reproduite dans la région parisienne, elle sera suivie dans les bassins du MTA, principalement dans l'Est parisien. À noter, et c'est important, que les femmes immigrées, nos mères, vont elles aussi organiser des manifestations politiques pour dénoncer les crimes policiers, comme celle du 21 octobre 1980, et j'insiste bien 1980, donc il y a pratiquement 40 ans, organisée par des femmes immigrées, après que le CRS Jean-Paul Taillefer ait tué Lawari Ben Mohamed à Marseille. Combien d'entre nous aujourd'hui savent que les premières salles de prière ont été obtenues également par la lutte de ces travailleurs immigrés? Je fais référence aux fameuses salles de prière dans les foyers de nos quartiers avant que ne commence la construction des grandes mosquées. Il y a une véritable occultation des luttes de l'immigration. On nous a vendu l'image de l'immigré, homme ou femme, qui se contentait de son sort, qui ne luttait pas, qui subissait, qui n'était pas acteur de son histoire. Cette occultation est volontaire, elle est voulue afin que ces luttes ne nous servent pas de ressources pour lutter aujourd'hui, pour que nos anciens hommes et femmes ne soient pas des modèles pour nous. Or, quand on regarde cette histoire de plus près, on se rend compte que si ces mouvements n'avaient pas existé, s'ils n'avaient pas fait ce sacrifice dans les années 70, il est fort probable que nos mouvements politiques de l'immigration aujourd'hui n'existeraient pas. Youssef Brachny, Hamou. C'est du lourd. Il y a du niveau quand même. C'est du lourd. C'est pas chez Pascal Pro là. Hein, je ne peux pas. Je ne ferai pas de commentaire sur cet individu. Je ne peux pas ne pas remettre à vos mémoires le grand sociologue algérien Abdelmalek Sayed, qu'on a cité, qui a été un grand propagateur de ce mouvement-là, et m'incliner devant la mémoire de Saïd Bouziri, créateur de générique, qui nous a quittés il y a quelques années et qui porte dans un square à Paris porte le nom. C'est une des fiertés que j'aurais. C'est pas moi qui en suis à l'origine, mais je crois que Bertrand Delanoë de ce côté-là s'est singularisé d'une façon qui l'honore. Alors c'est à moi maintenant. Eh ben oui, ça va être à toi, et je précise parce que je fais des petits calculs. Vous savez qu'il va y avoir le conseil des classes à la fin de cette saison du Grand Forum, et donc les avis tranchés ne devant pas dépasser les 3 minutes maximum. Et Youssef fait une très bonne note aujourd'hui puisqu'il a fait 2 minutes 40, c'est parfait. Bravo, Monsieur Brachny. On peut être efficace, convaincant en un temps record. Monsieur Hamou Bouakas pour nous parler du débat de ce soir sur TF1. Messieurs les débatteurs, épatez-nous. Vous serez 5 parmi les 11 candidats aux élections présidentielles à avoir les honneurs de la chaîne supposément la plus regardée. Cet honneur vous oblige. Il va falloir vous dépasser. Non pas par le contenu rhétorique, non pas par quelques punchlines bien ajustées, mais par la preuve que vous connaissez bien notre société. Saurez-vous dépasser votre public, les électeurs qui vous sont acquis? Monsieur Fillon,
parlerez-vous uniquement pour ceux qui payent l'impôt sur la fortune? Monsieur Hamon, parlerez-vous seulement pour les jeunes qui fument un joint de temps en temps? Monsieur Mélenchon, parlerez-vous seulement pour ceux qui sont de gauche, mais que la religion révulse? Monsieur Macron, parlerez-vous pour le riche et en même temps le pauvre? J'attends de vous que vous parliez aux intouchables, les 20% de notre population qui sont atteints d'un handicap. J'attends de vous que vous parliez franchement à ceux qui vivent dans les quartiers populaires, à ceux dont M. Valls a dit qu'ils étaient victimes d'un apartheid. J'attends de vous que vous parliez aux enfants, aux adolescents, à ceux qui vont faire la France de demain. Que vous ayez l'honnêteté de leur dire que si vous êtes élu président, vous aurez fort peu de marge de manœuvre et que vous aurez des choix à faire et que vous ne pourrez faire évoluer le bateau France que de quelques degrés. J'attends de vous que vous ayez l'honnêteté et la loyauté de leur dire que vous ne serez pas un homme providentiel et que cette société ne pourra survivre que si et seulement si chacun des citoyens qui la composent se mobilise et regarde dans la même direction. Yasser et Youssef, croyez-vous que Hamon Bouakaz, ici présent, sera entendu par les débatteurs? Pensez-vous? Ah là, je crois pas, non, à mon avis, non. Parce que là, t'as ciblé les contradictions de chacun. Non, ça m'étonnerait malheureusement, et de chacune aussi. Donc, mon cher Hamon. Ah, je l'ai même pas cité, elle, dis donc. Ouais. Oui. C'est un acte manqué. Mais est-ce que c'est volontaire de ta part? Un peu. C'est un boycott de l'extrême droite? Non, mais... C'était pas fait par hasard, non? Je crois pas, non. Non. C'est inconscient. C'est inconscient. Bon. Alors, on va passer pour le dernier avis tranché, celui qui voulait passer en dernier. Je vous donne quand même juste le temps de notre ami Hamon Bouakaz. Alors, combien il a fait notre ami Bouakaz? Eh bien, il a fait 2 minutes 24. Très bien, vous êtes de très bons élèves. Je suppose que Yasser va être un peu moins discipliné pour le coup. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va voir. C'est parti, jingle, Yasser? Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. L'avis tranché de Yasser Louatian ce lundi 20 mars, premier jour du printemps. La semaine dernière, j'étais pas en France, mais je voyais les réseaux sociaux s'affoler pendant la diffusion d'un documentaire sur le Front National. Pendant 1 heure, ou presque, on faisait mine de découvrir que le Front National était un parti raciste qui n'aimait ni les musulmans ni les juifs. Ben voyons, certains n'étaient pas dupes, mais on a fait mine de croire que le Front National était un parti comme les autres. Cette supercherie a même été portée par le président du CRIF, un certain Roger Kuckerman, qui disait il n'y a pas si longtemps que Marine Le Pen était pour lui irréprochable. Cette bénédiction du CRIF pour le Front National avait été même portée en 2002 lorsqu'il déclarait lui-même que le score de Jean-Marie Le Pen était un message envoyé aux musulmans pour qu'ils se tiennent tranquilles. Quelle ironie, un représentant autoproclamé de la communauté juive de France qui se réjouit du score de Jean-Marie Le Pen qui déclarait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Mais cette connivence entre extrême droite et sionisme n'est pas réservée à la France. Aux États-Unis, on a eu les organisations pro-israéliennes et même le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se féliciter de son accès au pouvoir et l'expression de son plein soutien à Donald Trump, alors que Trump lui-même ne cache pas d'être soutenu par les suprémacistes blancs, dont le plus notoire, Stephen Bannon, déclarait que l'immigration musulmane aux États-Unis est, selon lui, une conspiration de la juiverie internationale qui s'est organisée pour nuire à l'Amérique. Rien que ça. Autre position de Trump, le jour de la commémoration de l'Holocauste, la Maison-Blanche n'évoquait même pas l'idée que des Juifs avaient été massacrés et dans le communiqué, on se désolait seulement des morts qui s'étaient fait tuer. Ce même Trump qui laissait entendre qu'Hillary Clinton était pour lui à la solde, je cite, des Juifs. Un des autres soutiens de Donald Trump, Richard Spencer, scandait en plein meeting, je cite, ouvrez les guillemets, Heil Trump, Heil notre peuple, Heil la victoire. Trump ne s'est jamais désolidarisé d'un tel individu.
Retour en France, un certain Yannick Jaffré, autre cadre du Front National, qui déclare dans son livre « Vladimir Bonaparte, Poutine, Paris en 2014 », ouvrez les guillemets, « Le coup de génie ou de gangster du judaïsme, c'est de faire passer son bien propre pour le salut de l'humanité tout entière. » Ou encore un autre Yannick Guyard, candidat en 2011 au cantonal, et qui expliquait que la France est pour lui sous diktat judéo-maçonnique. Cette connivence entre sionisme et extrême droite s'était aussi illustrée avec la visite de toute l'extrême droite européenne, dont le président du FPÖ autrichien à Jérusalem, avec la déclaration de la même ville pour dire, je cite, « Nous sommes en première ligne pour défendre les valeurs occidentales ». Eh bien oui, ceux qui hier n'avaient aucun scrupule à envoyer les Juifs à la chambre à gaz, viennent aujourd'hui à Jérusalem scander leur plein soutien. Pour comprendre les enjeux d'une telle alliance, il faut reprendre les propos d'un certain Hillel Weiss qui théorisait un front sionisme extrême droite pour, je cite le personnage, empêcher la création d'un État palestinien. Le souci majeur de ces organisations sionistes est donc non pas d'être au service de la communauté juive ou de la défense de ses intérêts, mais la promotion des intérêts israéliens, quitte à soutenir ce que le néonazisme occidental fait de pire, avec des actes antisémites qui ont explosé aux États-Unis, des cimetières qui ont été profanés, des personnalités religieuses qui ont été menacées, et même un cimetière juif qui a été détruit par les suprémacistes blancs et réhabilité par les Américains de confession musulmane. Et donc, quand on voit que les personnes qui se disent sionistes sont prêtes à travailler avec les organisations nazies, je suis désolé, quand on suit cette mécanique et ce raisonnement, être sioniste, ce n'est ni plus ni moins qu'être un antisémite. Yasser Louati, à vous. J'ai découvert des choses aujourd'hui. Disons, la conclusion de Punchline va faire de la peine à pas mal de mes amis juifs qui sont sionistes sans être antisémites, mais le raisonnement et la chronique méritent vraiment d'être écoutés avec beaucoup d'attention. Eh ben c'est le cas, en tout cas, vous pourrez la réécouter puis réécouter. Youssef. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et même d'un point de vue historique, de toute façon c'est pas récent. Hein. C'est vrai que là, on le voit maintenant avec Marine Le Pen, la nouvelle extrême droite européenne qui est islamophobe et qui du coup s'allie avec les sionistes. Même historiquement, dès les années 30, 40, on avait le groupe Stern, qui était un groupe ultra-sioniste armé, qui a participé à beaucoup de nettoyage ethnique en Palestine avant que la création de l'État d'Israël, qui était complètement lié à des forces nazies, fascistes, italiennes notamment. Le plus mauvais élève du jour, c'est Yasser Louati, 3,38. Voilà. Ouais, mais j'ai pris le temps des autres, c'est pour ça. Exactement. Ouais, bien sûr. C'est amélioré, il est parti de Alors, puisque tu parlais un petit peu, justement, on va rester sur ce sujet. Alors, pour vous expliquer qu'il y a un rapport qui est sorti, un rapport d'une agence onusienne à la fin de la semaine dernière, qui accusait Israël d'état d'apartheid et de pratiquer de la discrimination raciale. Tollé évidemment en Israël, à Washington, demandant à ce que ce rapport soit tout simplement supprimé, ce qui a été chose faite après 48 heures de pression. La rapportrice, qui est jordanienne, a démissionné. Et on va en parler, si vous le voulez bien, messieurs. On accueille pour en parler Eyal Sivan, qui est un cinéaste israélien et qui est co-auteur du livre Un boycott légitime. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Votre première réaction après ce qui s'est passé donc en fin de semaine dernière et ce rapport qui a finalement été abandonné sous la pression? Écoutez, le problème n'est pas que les rapports ont été abandonnés, le problème c'est que l'apartheid israélien n'a pas été abandonné. Et ce n'est pas parce qu'il y a un rapport qui sera caché qu'on va réussir à cacher la réalité. Ce qui est terrifiant, ensuite de la chronique que nous venons d'entendre, que justement cette logique qui était la logique discriminatrice et la logique exterminatrice des Juifs lors du judéocide de la Deuxième Guerre mondiale, qui est les traitements spéciaux, c'est ainsi que les nazis ont appelé l'extermination des Juifs, les traitements spéciaux, eh bien, ce traitement spécial aujourd'hui est réservé à l'égard d'Israël comme une mesure soi-disant positive. Voilà un rapport onusien, 48 heures, et on écarte le rapport. Ceci ne peut que accentuer dans l'idée de plusieurs le fait que il y a un traitement spécial réservé à cet État-là qui n'est même pas jugé de la façon
dans lesquels on juge des démocraties occidentales alors que lui-même se prétend d'une démocratie occidentale. Je pense que les résumés, comme disent les Américains, le bottom line, la ligne de conclusion, elle est que l'apartheid, en effet, est une réalité quotidienne en Israël, et ceci ne fait que être le dernier combat de ce régime, essayer de camoufler cette réalité qui devient un ordre d'évidence à plusieurs. Monsieur Tarek Pami, bonjour. Oui, bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur Ayal, merci d'intervenir sur France Maghreb 2. On devait vous recevoir, et nous vous recevrons une autre fois, principalement à l'occasion de la sortie de votre livre avec Armel Labouri qui s'appelle Un boycott légitime pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël. Je rappelle que pour les auditeurs que vous êtes cinéaste, que vous avez réalisé le grand film et le fameux film Route 181, que vous avez donc co-réalisé avec Michel Khelifi des films, et que vous êtes un militant de la paix dans le sens noble du terme et non pas dans le sens utilisé par les hommes politiques ici et là-bas, ici en France et là-bas en Israël. Pourquoi ce titre, un boycott légitime? Est-ce que les autres BDS qui ne sont pas les BDS universitaires seraient moins légitimes que les BDS universitaires? Pas du tout, pas du tout. Je pense que tout à fait le contraire. Je pense que si parmi même les amis sincères de la cause palestinienne, comme vous dites, la paix au sens noble de terme, moi je préfère dire que je suis un militant anticolonial, et que tant que le colonialisme est en place, nous ne pouvons pas parler de la paix. La paix, ça sera la prochaine étape. La première étape, c'est la décolonisation. Eh bien, même parmi les amis sincères de la cause palestinienne et pour la paix israélo-palestinienne, les boycotts économiques, si vous voulez, ou le désinvestissement économique est accepté et considéré comme légitime. Il y a certains qui diront c'est seulement les boycotts des produits des territoires. Mais si vous voulez, en général, les boycotts économiques est compréhensible, en dehors évidemment je dirais de ceux qui se prétendent pro-israéliens, est compréhensible et considéré comme une mesure légitime d'action civile, non pas seulement dans les cadres de la question israélienne. Par contre, quand nous arrivons à discuter de boycotts culturels et des boycotts universitaires, c'est-à-dire les boycotts des institutions culturelles et des institutions universitaires, on voit que ceci soulève des hésitations, pour ne pas dire des animosités, pour ne pas dire des réticences majeures, justement considérant qu'il serait illégitime de boycotter la culture et l'université. Et c'est pour ça que nous avons voulu à la fois mettre l'accent sur ceci est aussi légitime comme les boycotts culturels et des investissements, les désinvestissements économiques, d'une part, et de l'autre part, répondre par ces titres à la campagne de criminalisation et de délégitimisation, je dis le mot utilisé par les autorités israéliennes elles-mêmes, et d'ailleurs adopté par les autorités françaises, c'est peut-être l'occasion de dire que les boycotts, ça serait un moyen de délégitimer l'État d'Israël. Et c'est pour ça que nous avons intitulé le livre « Un boycott légitime ». L'idée même des boycotts est légitime. Tout à fait. Alors, il est publié aux éditions La Fabrique. Nous vous recevrons pour parler plus en profondeur de ce livre, plus qu'intéressant, parce que vous avez par exemple un chapitre où vous écrivez qui s'intitule « La seule démocratie et pourquoi les autres ». Et on comprend à la fin de la lecture de votre film, avec étonnement, que Israël tiendrait plus à cette image de démocratie, de liberté et de tout ce qui fait rêver l'Occident, peut-être même plus qu'à ses armes, parce que cette image de démocratie est quelque part plus importante à travers le monde que les armes utilisées localement. Absolument, on le voit bien, et ça nous fait un lien direct avec les rapports de l'ONU. Au fond,
pourquoi les Israéliens se sont battus farouchement pendant 48 heures et ils ont combat à classer les rapports, parce que ceci portait une atteinte à leur image. Ils ne portaient pas une atteinte à rien d'autre, ce n'est pas une mesure, ce n'est pas un danger sécuritaire, c'est un danger à l'image de la démocratie. C'est-à-dire, si Israël est reconnu comme un État d'apartheid, c'est-à-dire si nous lisons le rapport dans ce détail, il explique comment Israël a mis en place un système ségrégationniste à la fois à l'intérieur des pays reconnus par les résolutions des Nations Unies et dans ces territoires et dans les territoires qu'on occupe. On comprend très bien que les grands problèmes qui fait face aujourd'hui Israël, c'est son image. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on peut dire que l'image d'Épinal et les images de compassion vendues par Israël depuis sa création, je dis les images d'Épinal, ça serait les Exodus, par exemple. Oui, mais ça c'est les images de compassion. Ouais. C'est pour ça que je dis les images d'Épinal. Monsieur Sivan, si vous permettez, on va vous garder à l'antenne. On a la page pub qui nous oblige. Vous connaissez la musique et on vous reprend avec 3 petites interrogations avant de recevoir et de parler dans le détail dans ce livre qui est bien que petit comme on dit, il est énorme par son contenu, un boycott légitime pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël. Eyal Sivan, Armel Labouri, publication La Fabrique Édition. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe? Merci Christophe. Donc de retour avec Monsieur Eyal Sivan. 3 informations, peut-être une remarque. La première, c'est que le rapport a disparu du site de l'ONU, mais comme il a été capturé par beaucoup, il continue à circuler, donc c'est un rapport qui n'est pas mort. Il est mort, j'allais dire, de façade, en faciès, mais il existe. Deuxième information, Madame Khalef a été obligée de démissionner dans les 48 heures. Troisième information, et ça vient de tomber, c'est Monsieur Abbas, le président de l'autorité palestinienne, et je mets tout ça entre guillemets, vient de décider d'octroyer à Madame Khalef la plus grande distinction palestinienne. Je ne sais pas si elle existe. Une observation? Des observations? Comme je dis, je pense que la question ce n'est pas si le rapport a disparu. De nos jours, heureusement, il est difficile de faire disparaître l'information, mais l'action d'avoir classé le rapport signifie considérer par le secrétaire général de l'ONU qu'il s'agit d'une prononciation illégitime. C'est ça, je pense que le signal qui est important. C'est pas tant ce qu'il y a dans le rapport. Le rapport, on peut le lire. Mais c'est justement, c'est refuse de se dire, quand il s'agit de porter atteinte à l'image d'Israël, eh bien, ça, c'est la limite que nous permettons. Qui amène la démission de la responsable du rapport en 48 heures. Madame Khalef. Oui, même la responsable, même l'émission, vous savez très bien, il s'agit d'une dame qui est arabe, c'est déjà aux yeux de beaucoup une délégitimisation, mais les mêmes choses on l'a vu avec le rapport Goldstone de l'ONU, c'est-à-dire, si vous voulez, ça nous ramène au point de départ de boycott palestinien, la société civile palestinienne a lancé l'appel international de boycott suite à la non-application de la décision du tribunal pénal international concernant la barrière de séparation, les murs de l'apartheid, dans lesquels le tribunal dit les États membres doivent faire tout pour démanteler les murs, et rien n'a été fait. Troisième réaction en 1 minute, si vous permettez. Monsieur Abbas qui décide de décorer cette dame aujourd'hui, est-ce qu'il sort la tête de l'eau ou est-ce qu'il parle à son peuple? Écoutez, au fond, qu'est-ce que M. Abbas peut faire défiler devant la fanfare palestinienne et décerner des médailles? C'est en ça qu'il est président. Il faut rappeler toujours, M. Abbas a été élu lors des élections palestiniennes, mais ça fait plus de 10 ans qu'il n'a plus de légitimité populaire aux yeux de ce que nous appelons une légitimité populaire. Abbas est là parce que justement les Nations Unies, les États-Unis et Israël souhaitent qu'il soit toujours là. Merci Monsieur Eyal Sivan.
pour votre livre à vous avec Madame Armelle Labouri, un boycott légitime pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël, édition La Fabrique, et nous vous recevrons pour parler un peu plus en détail de ces livres innovants, puisque nous connaissons, et la majorité des auditeurs de la radio connaissent le BDS, ne pas acheter certains produits israéliens fabriqués dans les colonies, donc dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, mais c'est un nouveau volet que vous ouvrez, celui donc des universitaires israéliens qui produisent et qui donc illuminent à travers le monde cette image d'Israël, État démocratique, la seule du temps dans la région. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour cette invitation. À très vite. Merci. À très bientôt, monsieur. Au revoir. D'ailleurs, Hamou me disait tout à l'heure le connaître, ce monsieur, un très grand cinéaste. Oui, pour moi, il est c'est l'équivalent de Breitenbach pour l'Afrique du Sud, où ce sont des intellectuels qui n'ont pas eu peur de prendre le contre-pied de la majorité des gens de leur ethnie. Enfin, voilà, ce sont les porteurs de valises français. Ce sont des gens comme Stéphane Hessel, comme d'autres, hein, qui ont pris tous les risques. Et je pense que Eyal Sivan en subit les conséquences dans sa vie quotidienne, ce qui en fait, je crois, quelqu'un un exemple. Alors moi je suis un petit peu dubitatif sur le boycott universitaire. Ouais. J'ai pas lu son livre, hein, donc je vais prendre le temps de le lire. Mais je me suis rendu moi-même à Tel Aviv, je vous l'ai dit ici, parce que je travaillais sur la question de l'autisme, et les chercheurs israéliens sur cette question-là font un travail absolument considérable. Et la situation des autistes en France est une situation tellement scandaleuse que je suis allé partout dans le monde où j'ai pu pour essayer de trouver les bonnes pratiques pour faire en sorte que ça puisse s'améliorer ici. Et j'ai vu à Tel Aviv des gens compétents et voilà. Alors après, ils ont ils ont partagé tout ce qu'ils avaient chez nous. Maintenant après, je vous dis encore une fois, je prendrai le temps de lire son livre avant de dire des choses définitives. Mais je crois que je l'ai dit ici souvent, cette question est une question qui est malheureusement très très complexe, et vous ne m'enlèverez pas de la tête que les Arabes et les Palestiniens portent aussi une responsabilité dans le sort qui leur est fait. D'ailleurs, la dernière phrase d'Eyal Sivan sur Abbas est tout à fait explicite, quoi. On peut pas en dire beaucoup plus. Je veux réagir. Ah oui, mais c'est fait exprès. Non, bah là c'est juste. Alors, Hamou, je suis choqué en fait là, mais non, en fait, ça se passe pas comme ça en fait. En fait, les Palestiniens sont colonisés. Ils ne portent aucune responsabilité. La seule responsabilité. J'ai dit les Arabes, j'ai pas dit les Palestiniens. Ouais, mais donc du coup, c'est qui là-bas? C'est les Arabes palestiniens, les Arabes, les Philistins. On va dire les Palestiniens. C'est un certain nombre de leaders politiques. Les Palestiniens qui n'ont pas su prendre leur responsabilité. Non, c'est ni leaders politiques ni personne. En fait, les Palestiniens payent pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait, à savoir le génocide, l'Holocauste des Juifs d'Europe. Je tiens à le dire, de Juifs d'Europe, et que du coup le monde occidental, pour sa bonne conscience, a voulu donner un État aux Juifs et en même temps diviser cette région, la découper en quatre, parce qu'il faut savoir que ça s'est fait dans le cadre du démantèlement de l'Empire ottoman en 1917, et que c'est une division de cette région en ethnie, en religion, etc. Enfin, c'est un plan détaillé qui est déjà explicite, même on le voit avec la question de Druze, avec la question maronite, etc. Et donc les Palestiniens n'ont aucun tort, aucune responsabilité. Pour moi, les Arabes, si tu veux. Pour moi, la question palestinienne, elle est comme la question algérienne, c'est une question coloniale, et donc on doit décoloniser cette région. Il y a des colons qui sont venus s'installer, et donc ils doivent accepter, comme le FLN l'avait dit aux Français à l'époque, colons, l'avait dit, si vous voulez rester sous cette terre, vous restez à égalité de droit. D'accord, un homme, une voix, comme on disait. Or là, pour le moment, les Israéliens se comportent en bons colons, et combien même il y aurait les meilleurs laboratoires du monde sur l'autisme, sur je ne sais quoi, ça ne changera rien à leur nature fasciste, qui est à la nature fascisme du sionisme, qui est la disparition totale et programmée des Palestiniens. En fait, il y a pas d'autre alternative. Non, mais c'est pour ça que la lutte contre le sionisme. C'est pour ça que moi je viens moins souvent sur cette antenne, parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que une fois qu'on a dit ça, il y a le peuple palestinien qui résiste chaque jour. Je te rappelle qu'aujourd'hui, il y a des Palestiniens qui se battent tous les jours, tous
les jours. Alors on parle là maintenant. Ils meurent, il y a des Palestiniens, ils meurent, mais je te rappelle que la décolonisation d'Algérie, elle s'est faite en 132 ans. Et si aujourd'hui tu es libre, aujourd'hui à cette radio, à Radio France Maghreb, à parler ici sur le sort des Palestiniens, c'est parce que certains se sont sacrifiés pour toi en fait. Pendant 132 ans, et ils mouraient aussi. Ils sont morts par millions. Bien plus que ne meurent des Palestiniens. Ne serait-ce que la conquête en 1830, c'est la moitié de la population algérienne qui a été exterminée, notamment dans des enfumades, dans des grottes. Donc, sois un peu optimiste. Non, je pense qu'il y a d'autres méthodes pour faire et que malheureusement, on n'avance pas et même on recule parce que on n'est pas du tout dans le même contexte. On est dans un contexte où il y a 200 millions d'Arabes tout autour, où on a des monarchies pétrolières, des monarchies pétrolières qui sont blindées de fric, qui mettent leur pognon partout en Occident. Il y aurait des méthodes. Ils font partie du problème et ils sont tout autant à combattre. C'est bien. L'un n'empêche pas l'autre. C'est bien ce que j'ai dit d'entrée, c'est-à-dire que la responsabilité. C'est plus ça d'ailleurs Camo pointait la responsabilité surtout sur les Arabes, ceux qui les entourent en fait, c'est ça. Mais ça ne veut rien dire. Si demain on parle de dirigeants arabes, c'est des dirigeants qui sont à la solde de toute façon des occidentaux. C'est pas des dirigeants. Enfin, je veux dire, les wahhabites ont été mis en place au XVIIIe siècle, quand même par les Anglais. On est impuissants, c'est tout le monde qui nous a fait du mal. On n'est pas impuissants. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? On n'est pas impuissants. Certes, ça peut amener à des chaos. Ça peut amener à des chaos. Regarde où on en est en Tunisie ou en Égypte. Regarde. Oui, exactement. Regarde où on en est. Mais moi, je t'invite. Moi, c'est peut-être un tort que j'ai. Je suis prof d'histoire, donc je regarde toujours dans le temps et dans l'histoire. Et quand je regarde comment s'est construit ce pays dans lequel tu vis, là où tu peux être libre, la France, ils sont passés par des périodes de chaos. Ils ont fait une révolution en 1789, mais pendant des années qui ont suivi, pendant un siècle, au moins après, il y a eu que le chaos. Il y a eu 1848, il y a eu, à chaque fois, il y a eu d'autres révolutions. Même dans aucune révolution n'est parfaite. Même dans le chaos, il y a eu de la créativité. Avec ce discours que franchement, je trouve que c'est un discours vraiment méprisant envers les peuples arabes. Mais je suis pas méprisant, je suis simplement lucide. Je vois comment on s'organise ici, je vois comment on vit, je vois comment on pourrait vivre. Je veux dire, moi, j'en ai marre de toujours gémir en disant on nous a fait mal. Il y a personne qui gémit, je crois de résistance. On nous a fait mal, c'est une catastrophe. On a été, mais ça va. Enfin, à un moment donné, faut se relever, faut se bouger. Ils t'attendent pas, Ramou, puisqu'ils sont en train de le faire là en fait. Tu veux pas comprendre. Non, je veux pas comprendre. Va sur internet, regarde les vidéos, tu verras qu'ils se battent en fait. Ils t'attendent pas, ils gémissent pas. C'est pas des victimes. Là, moi, quand je regarde le monde arabe, je vois que des gens qui se lèvent et qui se battent chaque jour. Ne t'en je dois être un peu trop aveugle alors. Bah ouais, sûrement. Yasser plus du coup. Yasser Louati. Deux points de réflexion, c'est que oui, enfin, c'est pas parce que l'information ne vient pas en France que l'information n'existe pas. Donc oui, il y a autant de turbulences dans le monde arabe, ce qu'on appelle le monde arabe, c'est que justement il y a beaucoup de mouvements. Ce n'est pas un monde qui est en train de dormir et qui attend qu'on vienne lui marcher dessus. Deuxièmement, c'est que la question palestinienne n'est pas la question que des Arabes. C'est une question c'est une question humaine. Et là, on a eu un tort profond, c'est qu'on tente de la dépolitiser et de la réduire à une question humanitaire. Donc en gros, la Palestine, ça s'arrête à envoyer des dons au CBSP ou bien de faire des caravanes. C'est une très bonne chose. Je soutiens le CBSP, j'ai toujours été donateur, mais la question qui se pose, c'est maintenant de donner les soutiens politiques nécessaires ici en France à ceux qui agissent pour la Palestine. Par exemple, moi, je veux dire, pour un militant historique, que je ne vais pas, enfin, militant historique, plutôt un responsable associatif, qui mène des luttes similaires à la mienne. Enfin, dans sa voiture, un jour, m'a dit texto, Yasser, tu parles d'islamophobie et pas de la Palestine. C'est parce qu'il y a aussi des reculades et des lâchetés au sein même des personnes qui prétendent parler au nom d'un tel ou d'un tel. Ils se disent, si je parle de la Palestine, ça va me causer du tort avec telle ou telle organisation et je vais être blacklisté par les médias mainstream. Ouais, donc, mais moi, la Palestine, il faut arrêter d'en parler. Non, parce justement. que c'est le baratinomètre le plus facile pour tous les militants. On se tape sur le bide, on parle de la Palestine et pendant ce temps-là. C'est pas une question, c'est pas une question. D'accord, écoute. Moi, je fais. Tu fais rien du tout, tu parles, tu parles. Non, je fais. Et c'est ça le problème. Je fais concrètement. Non, tu fais rien du tout, tu commentes et tu te moques de ceux qui agissent et qui prennent des risques. Je suis allé au Liban former des Palestiniens, j'ai fait. À résister? J'ai même été aussi au Liban, à Chatila, dans les camps de réfugiés. T'inquiète pas, on fait tous. Mais j'ai pas le même discours que toi. Faut arrêter le baratin. C'est le parapluie, c'est pour qu'il empêche de tomber de la pluie sur la tête. Aujourd'hui, ça peut coûter très cher. C'est un alibi, si tu veux. Mais non, mais mais tu peux avoir des graves problèmes. Il y en a qui le font. Donc moi je te le dis, tu peux avoir des maires contre toi, des préfets contre toi qui t'attaquent. Le fait de parler de la Palestine, il faut admettre quand même que ça te crée quelques problèmes dans ce pays. Je sais bien. En France. Mais il y a des maires qui sont attaqués en justice. Il y a des maires qui sont attaqués. Azdin Taibi Astin est attaqué en justice parce qu'il a voulu rendre hommage à un prisonnier politique. Oui, d'ailleurs, Laurent Barghouti. Il va avoir. Attends, depuis quand la Palestine ça rapporte? Parce que il a mis ce matin, hier pour le 19 mars, une affiche avec des membres du FLN en armes pour fêter le 19 mars et il va encore se prendre un deuxième procès.
Mais s'il faut être solidaire avec Asdin, on sera là. Non, mais si regarde, tu veux, Amou, laisse-moi moi, je pour me revenir, méfie c'est mon point. des gens qui sont J'aimerais toujours revenir. en train de parler de la Palestine Non. pour ne pas Regarde, parler de ce qui se passe ici. Pour te dire que la situation avance, regarde, le désespoir est tel dans les organes dans les officines pro-israéliennes à travers le monde, qu'ils ont même inventé une lettre de Martin Luther King qui défend Israël. Une lettre qui n'a jamais existé. Autre chose, je viens de faire une chronique sur Benjamin Netanyahou qui offre son soutien à Donald Trump, lui-même soutenu par les ultranationalistes blancs américains et qui saccagent les synagogues et les cimetières blancs. Donc s'ils sont arrivés au point de devoir s'allier avec ceux qui appelaient au génocide des Juifs, ça montrait bien que la situation est désespérée et que, comme disait Noam Chomsky, Israël est sur la voie de l'autodestruction. Elle est sur la voie d'un suicide collectif. Ça, alors là, par contre, on est absolument d'accord. On est d'accord à 200%. Donc me dis pas que les gens dorment et qu'ils gémissent. Mais si, parce qu'en même temps, si tu veux, moi je parle pas forcément des gens, mais là, il y a des pays qui ont pignon sur rue, qui ont des ambassades, qui ont du pognon et qui se gobergent et qui nous envoient toute leur propagande intégriste et qui nous polluent ici au lieu de s'occuper justement, au lieu de s'occuper de jouer leur rôle diplomatique et militaire pour mettre l'Occident à genoux. Non mais attends, excuse-moi, j'ai moi-même écrit et même suis intervenu sur différents médias étrangers sur le fait que les Émirats Arabes Unis font du pied à Marine Le Pen et proposent même de financer sa campagne électorale. Bien sûr. Donc pendant que nous on est en train de se battre contre son idéologie, voilà un pays arabe qui se dit musulman, qui envoie un émissaire pour soutenir Marine LePen. Mais ça on est parfaitement conscient. Mais tu peux pas me dire que les gens qui prennent des risques considérables et qui sont soutenus par personne, que leurs risques sont vains et que en gros on ferait mieux de se coucher et d'accepter. C'est pas ça que je te dis. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est ça que t'as entendu, ça n'a rien à voir. Je te dis moi que la responsabilité des Arabes, j'aurais peut-être dû dire des dirigeants arabes, est absolument énorme. Nous, et que on croit au normalement, peuple arabe. On croit pas aux dirigeants. Ah oui, mais ça, le peuple arabe, c'est un peu comme l'acteur du peuple. C'est un peu comme les révolutionnaires. C'est un peu comme les quartiers populaires. C'est de la mythologie. En tout cas, ils l'ont montré en 2011 jusqu'à aujourd'hui. Ça va, comme c'est pas trop de la mythologie. Coco, tu parles à un Tunisien ici. La révolution, c'est nous qui l'avons faite et on a déclenché un mouvement. Donc l'acteur arabe, il a quand même bien géré. Reste tranquille. Pardon Yasser, pardon de vous couper, mais pour ce qui est des printemps arabes, c'est quand même l'Algérie qui l'a connu en premier. Oui, c'est vrai. En 1900, début des années, fin des années. Dans les années 90. Non, mais je veux dire, attendez, regardez, la situation est quand même vraiment épouvantablement compliquée et la vie quotidienne des Palestiniens est absolument terrifiante et c'est dû évidemment à la politique israélienne, mais c'est dû aussi aux mains libres qu'on leur laisse. Et il n'aurait jamais ces mains libres si l'unité arabe n'est pas un vain mot. Deux petites choses, Amou, tout à l'heure tu m'as interpellé lorsque tu as dit c'est pour ça que je viens moi ici. Ici tu as cette liberté de pouvoir parler. Ouais, mais de pouvoir entendre pas... Pascal Danel, les nouveaux romantiques, tu vois. Donc non, Amou, tu as cette liberté de pouvoir t'exprimer, de donner ton avis. Et aussi d'accepter qu'il y ait des gens en face de toi qui débattent et qui sont pas d'accord. De débattre. Voilà. C'est parce que je trouve ça vain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la parole, elle devient vaine. Mais donc ça veut dire qu'on n'en parle plus. Amou, ça veut dire qu'on parle plus de ce sujet. Voilà, je suis revenu parce que. Amou, on ne parle plus de ce sujet parce qu'on ne fera pas avancer les choses de notre niveau. On peut rien faire, c'est ça? On constate quand même qu'on peut pas faire grand-chose. Et puis que quoi qu'on fasse, on est dans des contradictions qui sont très très compliquées. Donc les gens qui se battent et qui dénoncent et qui militent ne servent à rien aujourd'hui. S'ils n'assortissent pas leur dénonciation de propositions d'action, oui, ils ne servent à rien. Mais t'as le BDS à l'instant sous les yeux dont on te parlait là. On veut parler du boycott universitaire. Non, moi je veux bien. Il choisit les actions. En fait, tu veux rien faire, mais tu vas dire. Ah non, mais dans ce cas-là, non, moi le BDS. Non, le BDS, j'ai juste une limite par rapport au BDS culturel. Mais moi, le BDS alimentaire, aucun problème. Aucun problème. Et le BDS culturel, j'attends de lire. Mais Coco, non, attends. Avant de passer ce que là, dire ça me quand même dire. En ce moment, c'est la mode. Tout le monde te cite Gramsci, Gramsci ça. Quand on dit Gramsci et il te parle d'hégémonie culturelle, il te dit que justement la domination, c'est la manufacture du consentement par le leadership politique et idéologique. Donc, si les universitaires ont pignon sur rue et qui peuvent promouvoir leurs idées, c'est justement grâce à eux que Israël peut encore se dire la seule démocratie en Moyen-Orient. Il faut boycotter Eyal Sivan alors. Il faut boycotter Eyal Sivan alors, puisqu'il c'est un homme de culture israélien dans ce cas-là. Il faut être voilà, qui dénonce. Alors tu fais comment? Mais tu sais, c'est très compliqué. Il est parti d'Israël. Il vit à Gambetta, je crois. Je pense qu'il vit aussi là-bas.
Tu penses pas? Non. Si, il fait les deux. Non, mais je veux dire que je veux dire, tu sais, c'est suffisamment complexe pour qu'on puisse aussi faire crédit à certaines personnes de vivre dans un pays dont ils partagent pas toute la politique. Ça arrive. Regarde-nous. On est en France, on partage pas la politique de l'Inde. Je veux dire que moi, je désespère pas des Israéliens. Je n'en désespère pas. Messieurs, en tout cas, c'est vrai. Ne serait-ce que d'en parler, ça peut peut-être faire avancer les choses et de tout simplement essayer de donner différents points de vue. C'est important. Agissons. Allons-y à vous. Vas-y, mon ami. Il y a des trucs tout cons. Enfin, tu vois, il y a une ou deux journées annuelles pro-palestiniennes bien identifiées. Faisons-en un grand truc d'interpellation de l'opinion publique, un truc pacifique. Mais Hamoud, là, t'es mal tombé là avec moi, je crois. Tu sais que moi, je fais des délégations qui partent au Liban, dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila, avec que des jeunes, plus de 18 ans, parce que on peut pas emmener de mineurs là-bas, c'est trop dangereux. On fait de l'éducation populaire, on a fait je sais pas combien de conférences, justement avec les militants dont je parle, là, des anciens du GMTR. On a fait, je sais pas ce que on a fait des expositions. On a tout ça, on le fait, on applaudit et on continue à vous, à le faire. On applaudit. Alors moi j'applaudis. Et par ailleurs, j'ai un discours ultra radical sur la Palestine. Pour moi, c'est une question coloniale, c'est tout. C'est un État décolonisé. Mais ça, c'est tout à fait exact. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bah oui, mais allez, toujours par d'aimer. Messieurs, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais qu'est-ce que serait Messali Hadj s'il n'avait pas rencontré une épouse bretonne et française qui a épousé ses combats jusqu'au dernier jour. Mais Henri Curiel et compagnie, il n'y a pas de problème. Il faut pas désespérer. Ils sont algériens, Ifto, ils sont algériens. Eux, ils ont choisi la cause de l'Algérie indépendante. Mais il y en a aussi. Eux, ils ont toute leur place en Mais il y en a aussi qui font des allers-retours, ils font leur temps de la main. René Vautier aussi. Il n'y a pas de problème. On est tous, eux, ils sont à nous, ils sont c'est nos héros. Messieurs, Maurice Audin. Il y a une place Maurice Audin en Algérie. Ouais, à Paris aussi d'ailleurs. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour lui, mais bon. Bon, allez, on y va. On enchaîne avec le j'aime ou j'aime pas. Voilà, mais en tout cas on a bien compris on vous a mis en partie d'accord, ce qui est bien. J'aime ou j'aime pas, ou je m'en fous aussi. Tiens, 57% des Français disent que les médias sont trop durs avec François Fillon. C'est combien, 56 ? 57% des Français jugent que les médias sont trop durs à l'égard de François Fillon. Mais je crois qu'il peut être élu en fait. Mais il va être élu. Moi j'ai parié qu'il le serait. Ah oui ? Oui. Ah oui. J'ai parié un 3 étoiles du Michelin qu'il le serait. 57% c'est sûr. Ben non, c'est abusé. Bon, alors on n'aime pas le fait que les François. Est-ce que vous jugez que les médias sont trop durs à l'encontre de François Fillon d'abord ? Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est le minimum quoi par rapport à tout ce qui tombe chaque jour. Enfin, ça va quoi. Bon, un mot ? C'est le minimum. Je me fous des médias, je me fous de Fillon, donc très bien. Allez, Yasser, pareil. Tu me dis que c'est le futur président. Comment tu peux mais je me fous du futur président de la France. Je te dis, pour moi, mon micro est allumé ou ceux qui parlent. Non, vas-y, ton micro est allumé, Yasser. Non, en fait, moi, j'aime pas du tout. Ça montre vraiment le degré de servilité de certaines franges de l'électorat français. Donc, on a une personne qui a abusé vraiment du système jusqu'à est devenue un ponte. On a une personne qui a montré que il se contrefichait du système, en plus de toute justice ou de toute équité ou même d'éthique. Et qu'en plus on trouve que les médias soient trop durs avec lui. Vous préférez quoi, qu'on passe ça sous silence ? Yasser, il faut quand même se méfier des sondages. Ça peut être aussi un gros pipeau. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a dans le j'aime ou j'aime pas ? On a, tiens, c'est aujourd'hui la journée de la langue française, messieurs. Est-ce que vous le saviez ? Oui. Là, on va parler de la francophonie, ouais. Et alors, c'est une bonne chose pour remettre un petit peu la langue française. Alors, c'est vrai que certains disent, voilà, il faut plus dire live, mais en direct. C'est vrai qu'on a un petit peu, on utilise beaucoup de mots anglais dans les médias aujourd'hui. J'ai utilisé punchline, moi. Ouais. Alors, c'est bien ou pas ça, qu'il y ait une journée en guise de rappel. Attention, parlons français. C'est la journée de la francophonie, tu dis ? Non, c'est la journée de la langue française. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, non. Non, c'est pas c'est un autre truc encore, je crois. Semaine de la francophonie, journée de la langue française. Du coup, c'est à l'échelle mondiale alors ? Ouais. Je sais pas, en tout cas, c'est en France aujourd'hui. Ouais. Bon, vous en foutez carrément. Sur France Maghreb, c'est toujours la langue de, tu vois, donc on est en France déjà. Ouais. 5 ans après les tueries de Toulouse, évidemment, c'était le jour anniversaire hier. Où des enfants ont été exécutés donc dans une école juive. Hier, il y avait une cérémonie qui était présente à la grande synagogue de Paris. Tiens, je vous donne le casting de ceux qui étaient là. Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, François Fillon. À la synagogue de Paris. Il n'y avait pas le PS ? Non. Ah, c'est bizarre. Bah si, Manuel Valls. Ah oui, non mais... Ouais, t'as oublié qu'il était au PS, lui. Ah mais pour moi il est pas au PS, mec. Ouais. Non mais je pensais à Hamon, je voulais dire en fait. Non, il était pas là, non. François Fillon, Nicolas Sarkozy et Manuel Valls. Voilà. Si ils ont été invités, ils sont proposés. J'ai pas là. Je pense qu'ils sont proposés. Oui, ou invités peut-être aussi, mais bon, proposés. Voilà.
Si j'avais été conseiller de Paris, et que l'opportunité m'avait été proposée, j'y serais allé. Oui. Oui, ce qui est c'est un hommage aux victimes, aucun problème. Les victimes sont. Mais après, ce qu'on peut peut-être voir là, c'est plutôt la récupération, les rapaces qui sont pas du tout sincères dans leur démarche. Tu vois, là, je pense à Sarkozy, à Fillon. Je sais pas. À sa décharge, il est toujours présent quand on l'appelle dans une synagogue. Pour le coup. Oui, mais parce que il répond à un certain électorat, il est soutenu par Mais bon, on enchaîne avec l'Allemagne qui accuse la Turquie d'avoir dépassé les limites. Tout simplement en évoquant encore les pratiques nazies de Merkel. Vous avez suivi cette affaire, l'affaire est montée en puissance. On aime, on n'aime pas l'Allemagne qui remet en place la Turquie. Moi j'aime pas du tout. Et franchement faut vraiment arrêter 2 minutes avec Erdogan quoi. Enfin c'est pas rare que c'est pas ma tasse de thé hein. Je trouve trop libéral, etc. Tous les critiques qu'on va avoir contre Erdogan, un peu trop autoritaire, etc. Mais franchement faut arrêter 2 minutes quoi. Enfin j'aurais bien aimé voir En fait d'où ça part cette histoire, ça part du fait qu'ils interdisent à des responsables de l'AKP de venir faire campagne en Allemagne où il y a plus d'1 million de Turcs. C'est au nom de quoi ils interdisent ça? Quant à des responsables politiques européens, notamment français, on les voit partir dans des endroits où il y a une forte communauté française. On les voit venir. Hein? Dans les consulats. Ouais, dans les consulats. Oui, non. Si, ils vont. Non, ils sont invités par des associations. Ils vont rencontrer des Français à l'étranger, etc. Macron, des expatriés, comme on les appelle, en mode beau gosse. Ils le font. Ils le font. Ils vont voir des expats, comme on dit, parce que les blancs, quand ils voyagent dans le monde, c'est des expats, c'est pas des migrants. Et donc voilà. Et donc à un moment donné, je vois pas pourquoi eux, ils auraient pas le droit de venir faire campagne. Au nom de quoi? Et voilà, la diabolisation autour de Erdogan, ça me gonfle, quoi. Tu vois. Ouais. Amo? On aime, on n'aime pas, on s'en fout? Non, il a le droit de faire campagne. Je pense que traiter les Allemands de nazis, c'est un peu too much. Voilà. Yasser? Moi j'aurais aimé avoir une polémique quand on traitait les musulmans d'islamo-fascistes, comme par un certain Manuel Valls, la frange du CRIF, etc., qui nous inventent des termes comme nazi-islamiste, etc. Donc la diabolisation de Erdogan, je pense que c'est aussi le besoin d'avoir un ennemi extra-européen comme ça qu'on peut vilipender de temps en temps et dire voilà, il y a un ennemi qui va marcher sur l'Europe d'ici peu. Alors comme encore une fois, je partage Youssef je partage l'avis de Youssef. Je suis pas un pro Erdogan et je voterai jamais pour lui si j'avais été turc. Mais par contre, il faut arrêter un moment d'avoir cette espèce d'épouvantail turc.